Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Rebonjour Cogette. Rebonjour Mélissa et rebonjour Andréane. Rebonjour. Nous allons continuer la discussion sur le monde obscur du microbiote. On a parlé du microbiote durant la grossesse. On va poursuivre donc avec l'accouchement, l'allaitement et les préparations commerciales pour nourrissons. Alors, si on fait juste un petit résumé, Andréane, je vais répéter la dernière question de l'épisode précédent. La voie d'accouchement influence le microbiote du nourrisson. Est-ce que tu peux juste nous en glisser un petit mot là-dessus? Oui, c'est définitivement la chose qui influence le plus au début, le microbiote du nouveau-né. C'est assez simple. En fait, quand on accouche naturellement, donc les premières bactéries qui viennent coloniser le tube digestif du nouveau-né, ce sont les bactéries vaginales et un petit peu les bactéries fécales de la maman. Tandis que quand on est par césarienne, eh bien, c'est le microbiote de la peau de la mère qui va venir coloniser le tube digestif de l'enfant. Donc, ce sont des familles de bactéries complètement différentes et donc des familles de bactéries qui vont avoir des impacts aussi différents sur la santé du nouveau-né. Oui. Et ensuite, on va continuer de parler aussi du microbiote de la maman, mais celui du bébé qui vient de naître selon le lait qui est offert au bébé. Donc, une maman qui a accouché soit par voie vaginale ou par césarienne, qui désire amorcer un allaitement. Quel est l'impact sur le microbiote du bébé, pour commencer? Bien, premièrement, le microbiote du bébé va être constitué en fait de 30% des bactéries qui proviennent du lait maternel, 10% qui proviennent de l'aréole mammaire, puis le reste vraiment, là, c'est la colonisation vaginale ou par césarienne. Puis là, une fois que ces bactéries-là sont en place, bien, en fonction de ce qu'on va retrouver dans le lait maternel, bien, on va construire graduellement le microbiote, en fait, la base du microbiote qui va servir de microbiote adulte un petit peu plus tard. Oui. Donc, dans les 3 premières années de vie, c'est vraiment là que se construit notre flore bactérienne, là, notre microbiote intestinal. Donc, une maman qui allaite, les recommandations qu'on a données dans l'épisode microbiote durant la grossesse sont encore bonnes durant l'allaitement. Absolument. Oui, par le fait de bien s'alimenter. On sait aussi que le fait de choisir davantage des fibres alimentaires, donc de mettre de la couleur dans notre assiette, c'est corrélé positivement, en fait, avec la santé du microbiote du bébé. Tandis que si on va plus vers les aliments à profil animal, on va dire. Là. Donc, si on a une bonne carnivore, admettons, qui allaite, c'est corrélé négativement, en fait, avec la qualité du microbiote du bébé. Donc, ce qu'on a instauré, en fait, comme habitude de vie pendant la grossesse peut aisément et devrait, en fait, aisément se maintenir là, pendant l'allaitement. Donc, beaucoup de couleurs, puis on essaie graduellement de végétaliser un petit peu nos protéines alimentaires. Puis, est-ce que ça a le même impact également sur le microbiote de la maman? Tu sais, le fait d'allaiter avec les changements hormonaux et tout ça, est-ce que ça a un impact? Tu sais, on a dit que la grossesse avait une dysbiose au niveau du microbiote. La grossesse, est-ce qu'on voit un phénomène similaire durant l'allaitement? Non, en fait, il n'y a pas la dysbiose en question qui est propre à la grossesse.
graduellement là, va s'estomper pendant l'allaitement. Et là, ben, c'est les recommandations générales qui vont qui vont tout simplement s'appliquer. Donc, quand je dis recommandations générales, ben, c'est tout ce qu'on peut mettre dans notre alimentation pour favoriser un microbiote maternel sain. Puis là, ben, on revient à tout ce qui est, en fait, tout ce qui est relié à l'assiette santé. Hein, donc, beaucoup de fruits et légumes dans notre alimentation. On végétalise nos protéines, on met du poisson dans notre semaine, une bonne hydratation, puis on évite les aliments, on limite, pardon, tout ce qui est aliments ultra transformés là, avec 40 millions d'ingrédients et beaucoup d'additifs. Et le fait qu'on prenne un supplément de probiotiques durant l'allaitement, est-ce que ça a un impact sur le microbiote de la maman, le microbiote du bébé? Ça a un impact un petit peu sur le microbiote de la maman, mais ça a un impact direct sur le microbiote du nourrisson. Dans le fond, quand on prend le supplément, admettons qu'on prend un lactobacille souche espèce machin, là. Donc, oui. ça, parce que souvent, ça a des noms vraiment, vraiment longs, c'est codé. Hein? Donc, ça, ben, cette espèce-là qu'on prend, mettons, en supplément, on le retrouve directement dans le lait maternel et on le retrouve directement dans le microbiote du bébé. Donc, là, on sait que ce qui est important dans les premiers jours, les premières semaines, c'est la quantité de bifidobactéries. Les bifidobactéries, ce sont elles qui vont vraiment s'occuper de faire l'éducation du système immunitaire du nourrisson. Et quand je dis éducation du système immunitaire, c'est que c'est vraiment, ce sont ces microbes-là qui vont enseigner à notre corps à se défendre contre les intrus, puis à accepter en fait certains micro-organismes qui sont là pour nous aider au quotidien. Donc, pendant cet enseignement-là, bien, ça nous prend beaucoup de bifidobactéries, justement. Alors, le supplément à prendre serait davantage, justement, pourrait s'orienter vers les bifidobactéries. Donc, ça va être à lire là, sur les étiquettes des probiotiques que vous aimeriez prendre. Puis, plus tard, on pourra y aller avec des probiotiques qui sont plus riches en lactobacilles. Ce sont des bactéries très, très fortes. Là, on les retrouve quasiment dans tous les probiotiques. Donc, mais au début, là, dans les premières semaines, ça vaut la peine de se diriger vers les bifidobactéries. Est-ce que c'est la même chose durant la grossesse? Donc, on se dit plus un supplément varié de probiotiques, puis à la naissance, bifidobactéries, ou on peut juste garder bifidobactéries grossesse, première semaine lorsque bébé naît, puis ensuite on se dirige vers un lactobacille pour faciliter un peu le... Bien, mettons qu'on est vraiment têteux, là, on peut y aller pour un multisouche pendant la grossesse ou pour des lactobacilles durant la grossesse. Donc, un mélange de lactobacilles, admettons. Puis là, première semaine de vie, bifidobactéries, puis ensuite, on revient vers notre multisouche. Okay. C'est très clair. As-tu des noms? Là, je sais que tu nous as référé au guide des probiotiques, mais as-tu une marque facile à trouver en pharmacie pour une maman? On s'entend. Les premières semaines, hein, on est fatigué, on est cerné jusqu'aux genoux. Puis, on veut directement l'aller presque de la pharmacie. Dans Valise, ils vont être dans l'hôpital à l'accouchement. Mais honnêtement, là, pendant la grossesse, celui que je trouve vraiment le fun, c'est le Bioca à boire et non en capsule. Parce que le à boire va venir travailler de la bouche jusqu'à l'anus. Donc, ça va travailler partout. Alors ça, c'est intéressant. Puis, on peut le doser aussi. Donc, on peut en prendre 1/3 de pot par jour. Donc, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant aussi parce qu'on divise un petit peu le coût sur plusieurs jours. On peut l'ajouter à nos smoothies. On peut l'ajouter un petit peu partout. Là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, côté bifidobactéries, mais je vous dirais vraiment celui qui a la cote là, sur nos tablettes, c'est le Align. Donc, pendant quelques jours. Quelques semaines au début, on peut prendre celui-là. Puis ensuite, on revient vers, écoutez, des probiotiques. Là, sur le marché, il y en a. Ouais. La marque Vitoli, entre autres, de Éric Simard. C'est une marque québécoise, donc un multisouche quand même intéressant aussi. Il y en a plusieurs quand même. Parfait. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous allez voir, là, tout va être écrit dans la description. Vous allez juste cliquer là-dessus. Vous allez avoir moins un visuel, puis vous irez à la pharmacie du coin ou celui que vous connaissez. Donc, on a parlé de la voie d'accouchement, on a parlé des suppléments durant l'allaitement, l'impact sur le microbiote du bébé. Si on regarde un petit peu le contenu du lait maternel, sans mettre de pression, on parle souvent de l'allaitement, mais des fois, ce n'est pas le choix de toutes les mamans, ni une option, puis des fois, c'est impossible. Donc, pourquoi on parle autant du lait maternel et son impact, entre autres, sur le microbiote du bébé? Oui, bien c'est ça. Il faut comprendre, en fait, que trop souvent, j'entends des mamans dire « Ouais, mais il me semble que j'ai reçu beaucoup trop de pression, finalement, pour m'enligner vers l'allaitement. »
Mais quand on est professionnel de la santé, c'est sûr qu'on va avoir tendance à vous éduquer le plus possible sur ça parce qu'on connaît les différents éléments, dans le fond, que je vais vous partager. Donc, je vous ai dit tantôt, les premières bactéries qui vont éduquer le système immunitaire de l'enfant, ce sont les bifidobactéries. Les bifidobactéries sont nourries grâce à des glucides. On appelle ça les oligosaccharides et le lait maternel, dans les premières semaines, contient 90 à 90 là, dans sa constitution, ce sont ces fameux oligosaccharides-là pour être sûr qu'on nourrisse bien les bifidobactéries qui entraînent notre système immunitaire. Tout est conçu, tout est conçu de façon naturelle, c'est tellement, tellement simple et bien fait. Puis, le contenu, dans le fond, du lait maternel va être grandement influencé par l'alimentation de la maman. Donc, au niveau du choix des gras, entre autres, quand on va vers les bons gras, mais c'est sûr qu'on a plus de bons gras au niveau du lait maternel, ce qui va favoriser le neurodéveloppement du nourrisson. Au niveau des fibres alimentaires, donc plus on s'alimente en fibres, en ce qu'on appelle des prébiotiques, donc ça, on en jasera peut-être un petit peu plus tard, c'est des types de fibres bien précises. Donc, plus justement notre lait maternel est riche en ces oligo-éléments-là, en ces sucres-là, qui vont venir nourrir les bonnes familles de bactéries, celles qu'on veut voir au début pour une bonne éducation du système immunitaire. Puis, c'est pas tout. Il y a le volet éducation du système immunitaire, mais aussi, si nos familles de bactéries s'installent comme elles doivent s'installer dans le bon ordre, eh bien, on met la table vraiment pour que adultes, pour que enfants, adolescents et adultes, on ait un microbiote riche, sain, diversifié. Et ça, c'est gage de santé globale à long terme. C'est gage de la prévention de certaines maladies chroniques à long terme. Donc, on investit vraiment dans la santé de nos enfants en commençant dès le jour 1 avec l'allaitement. Alors, c'est pour ça qu'on martèle finalement sur ce message-là. La durée, parce que des fois, il y a des mamans qui vont dire, ben écoute, je vais allaiter, mais pour une semaine, pour 3 mois, puis après ça, ben, écoute, ça me parle pas, ça fait pas partie de ce que moi, je me souhaiterais faire pour moi, parce qu'on prend également en considération le choix de la maman, ce qu'elle ressent, pas juste son bébé. Est-ce que dans la littérature, tu as vu passer une durée qui peut aider un peu au niveau du microbiote du bébé? En fait, toute la littérature s'entend pour dire que plus la période est longue, mieux ce sera pour le développement du microbiote intestinal. Oui. En même temps, rendu là, il faut vraiment être capable de l'interpréter en fonction justement de ce qui se passe entre dans le lien bébé-maman, dans ce qu'on est capable de faire en fonction de quand est-ce qu'on retourne au travail et ainsi de suite. Là. C'est ça. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais dites-vous, plus la durée est longue, meilleur le développement du microbiote sera. Malgré l'introduction des aliments, donc c'est pas juste de 0 à 6 qu'on voit vraiment, c'est vraiment la durée totale de l'allaitement. Absolument. Puis l'allaitement, pardon, Cosette. Le contenu du lait maternel va s'adapter par lui-même en fonction de chacune des étapes de développement du microbiote. Donc, dès qu'on introduit les solides, le microbiote va changer, évidemment, parce qu'on change tout ce qui arrive, mais le lait maternel, le contenu, va s'adapter en fonction de ça également. Donc, c'est un phénomène naturel qui est assez fascinant, je trouve. Oui, tellement. Puis, qu'est-ce que tu en penses, le lien entre l'allaitement et la prévention des allergies? Là, je vais vraiment faire la différence entre les allergies immédiates, donc de type 1. Est-ce que dans la littérature, il y a un lien entre, un meilleur microbiote en lien avec la prévention des allergies chez le nourrisson? En fait, ce sont des études d'association. C'est là où ça devient compliqué de dire, il faut absolument agir sur le microbiote si on veut prévenir les allergies. Ça, un lien de cause à effet comme ça n'existe pas dans la littérature. Ce sont des associations. Donc, par exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'on a vu que les enfants qui présentaient moins d'allergies avaient, au départ, un microbiote plus riche en bifidobactéries. Donc, on peut se dire conséquemment que ce sont les enfants, justement, qui ont été allaités, parce que si on a plus de bifidobactéries, c'est parce que l'alimentation en soi a donné plus d'oligosaccharides, les fameux sucres dont on parlait tantôt. Donc, c'est un petit peu ça le lien qu'on peut faire. Ce n'est pas un lien qui est assez solide pour qu'en tant que professionnel de la santé, on puisse dire, on prévient les allergies en donnant des probiotiques, par exemple. J'aimerais trop ça,
Oui, ça serait facile. C'est ça. Mais on sait, je veux dire, les allergies, c'est immunitaire. Le microbiote, il y a tout un lien qui est là, mais lequel et comment tout ça se déploie, on ne le comprend pas actuellement. Pas encore. Est-ce que c'est la même chose pour les allergies de type 4? C'est plus au niveau digestif, parce que souvent, on va voir, mettons, les mamans sous un régime d'éviction. Donc, on va enlever les protéines du lait de vache, de soya, des fois des œufs, du blé, tout simplement parce qu'on voit des symptômes physiques chez l'enfant. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre le microbiote et la prévalence de ce type d'allergie? Oui, le microbiote, en fait, n'est pas tout à fait prêt à la digestion de ça, n'est pas prêt à recevoir finalement ces protéines-là. Peut-être que pas la dysbiose, mais la perméabilité intestinale dont je parlais dans l'épisode précédent. Là. Donc, quand on a une perméabilité, ça veut dire que les cellules de l'intestin ne sont pas encore collées les unes contre les autres, pas encore tout à fait collées. Donc, ces protéines-là arrivent partiellement digérées, entrent dans la circulation sanguine. Là, il y a comme une réaction qui se crée. Ça peut être une réaction même un petit peu immunitaire. Là. Donc, réaction sur la peau, par exemple. Oui. Au-delà d'une réaction digestive. Donc, oui, tout est une question on va dire, de maturité du microbiote intestinal. C'est souvent ça aussi qui fait que 1 an ou 2 ans plus tard, mais finalement, ça n'existe plus. Chez les enfants qui ont une allergie de type qu'on appelle digestive, donc chez les enfants, chez qui physiquement on va avoir des symptômes, exemple, du reflux, pathologique. Ça va être des gaz, des ballonnements, du sang dans les selles. Chez qui la maman va suivre un régime d'éviction. On va enlever les protéines du lait de vache, on va enlever les protéines du soya, des fois les œufs. Donc, on va cibler certains aliments qu'on voit lorsque la maman le consomme, la maman qui allaite. On voit un effet chez le bébé. Même si la maman prend, mettons, un supplément de probiotiques de multisouches, comme tu l'as nommé, le Vitali, on le sait parfois, il y a certains parents qui vont vouloir ajouter une souche de probiotiques chez le bébé. Et là, je voulais juste faire une petite parenthèse, ce n'est pas une recommandation, mais en fait, c'est d'en parler avec votre pédiatre, le médecin qui suit votre enfant, votre gastro-entérologue, si vous êtes rendu vraiment au stade d'être suivi en gastro-entérologie, parce que parfois, l'ajout d'une certaine souche de probiotiques pourrait peut-être aider. Ce n'est pas démontré par la science, mais quand les mamans vont me demander, par exemple, est-ce que ça peut être problématique, dans le fond, de donner un probiotique à l'enfant entre 0 et 2 ans, admettons? Puis il y a quand même plusieurs produits puis plusieurs souches qui ont été étudiées dans ce groupe d'âge-là puis qui sont sécuritaires. Oui. Puis, comme tu dis, là, qui même en prévention vont aider. Tout à fait. C'est vraiment de poser les questions. Puis le guide dont tu as déjà fait mention est vraiment très clair. Donc, c'est vraiment les souches les plus étudiés qui vont être là-dedans, parce qu'il y en a tellement de souches de probio. Donc, les plus étudiés qui ont démontré des effets positifs, ils sont vraiment dans ce document-là, mais c'est poser les questions à vos professionnels de la santé. Puis, s'ils ne savent pas, ils vont aller chercher la bonne information référée à la bonne personne qui va pouvoir vous accompagner là-dedans. Oui. On a parlé allaitement. Là, j'aimerais qu'on parle des préparations commerciales pour nourrissons. Donc, une maman qui ne désire pas ou que c'est impossible, ce n'est pas un choix, mais c'est impossible l'allaitement, qui va se diriger dès la naissance du bébé vers une préparation commerciale pour nourrissons. Est-ce que il y a qu'est-ce que tu regarderais, toujours en ayant en tête, on regarde le microbiote du bébé. Est-ce qu'il y a, sans nommer de marque, est-ce qu'il y a des souches que certaines marques vont contenir qui pourraient être bénéfiques? Surtout, les premières semaines, on a parlé beaucoup du bifido pour les premières semaines. Est-ce qu'il y aurait une souche qu'on devrait peut-être regarder lorsqu'on regarde nos préparations commerciales? Oui, mais il n'y a pas dans les préparations commerciales de bifidobactéries ajoutées, mais il y en a quand même quelques-unes qui contiennent soit de la LGG, qui est une souche, dans le fond, qui a fait ses preuves, ou sinon la L-Reuteri. Donc, bref, de prendre une préparation commerciale avec l'ajout d'un probiotique, ça peut être intéressant. Je vais être bien transparente avec vous. Ma question n'a jamais été répondue jusqu'à maintenant. On sait que les probiotiques, par exemple, qui sont dans les aliments commerciaux, qui sont dans les petits chewable, là, les probiotiques en bonbons qu'on peut mastiquer. Là. Oui, c'est ça. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que les souches qu'il y a là-dedans peuvent traverser la barrière acide de l'estomac et vraiment aller travailler au site où on veut que cette bactérie-là travaille? Parce que jusqu'à maintenant, toutes les études disent que les souches utilisées
ont des impacts positifs, mais les études n'ont jamais été faites sur le produit fini, le produit que l'enfant consomme ou que l'adulte consomme. Alors, ça demeure un bémol, mais encore une fois, si on met toutes les chances de notre bord, effectivement, de choisir une préparation commerciale avec l'ajout d'un probiotique, c'est bien. Et on en a également qui contiennent un ajout en oligosaccharides, donc en certains types de glucides qui ressemblent avec leur forme chimique, là, qui ressemblent un petit peu à des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est vraiment la nourriture de nos bonnes bactéries. Alors, pré, le mot le dit, là, ça vient avant. Donc, prébiotiques, ça nourrit nos probiotiques. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vous dirais, dans la mesure du possible, quand on lit un petit peu les ingrédients de nos préparations commerciales pour nourrissons, si on est capable d'en choisir qui contiennent, c'est que dans les premiers ingrédients, là, on ne trouve pas des huiles hyper hydrogénées, saturées. Donc, ça aussi, là, des fois, ça arrive vite là, dans les premiers ingrédients. Alors, si on peut les retrouver un petit peu plus loin, ça serait quand même bien. Puis là, on parle vraiment des enfants qui sont nés à terme et en santé, qui n'ont pas d'allergie. Parce que, des fois, on va réduire le choix qu'on a parce que selon la condition médicale du bébé. Puis sachez que toutes les préparations commerciales sont acceptées par Santé Canada. Donc, elles sont sécuritaires chez l'enfant. Mais c'est juste un petit boost pour ceux que, les familles qui ne veulent pas allaiter ou que ce n'est pas un choix, ce n'est pas le choix de la maman ou que c'est plus difficile. Donc, on va aller vers des préparations peut-être qui vont en contenir ou la préparation qu'elle est plus abordable pour nous parce que des fois, on va aller vers des marques maison. Mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut en rajouter dans les préparations, encore une fois. Donc, ça peut être une option. Et ça, vraiment, référez-vous à vos nutritionnistes. En CLSC, ils vont vous accompagner. Donc, s'il n'y a pas de défi au niveau de l'alimentation chez l'enfant, ils vont pouvoir vous guider tout simplement pour ajouter une valeur au lait du bébé. Exactement. Lorsqu'on parle de dysbiose, à long terme, on entend souvent la phrase « les 1000 premiers jours ». Là, on est vraiment, le bébé est encore très petit, mais lorsqu'on parle de dysbiose, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir l'effet sur la santé à long terme? Donc, un bébé né à terme et en santé. Là, on ne parle pas d'allergie, on parle de troubles gastro-intestinaux, rien. Est-ce qu'on parle de l'effet à long terme ou vraiment dans les premiers mois? En fait, là, quand on parle des 1000 premiers jours, là, c'est que c'est le temps que ça prend pour instaurer le microbiote avec lequel on va vivre toute notre vie. C'est sûr qu'après ça, l'environnement, la prise de médicaments, la prise d'antibiotiques, l'hygiène autour de nous, notre alimentation, tout ça va faire varier le microbiote, mais 60% du microbiote va vraiment se stabiliser, là, dans le fond, dans le 0-3 ans, en fait. Mais c'est sûr que les premiers jours sont importants, notamment pour l'éducation du système immunitaire, comme on le disait préalablement. Maintenant, encore là, ce sont des études d'association. On n'a pas de cause à effet pour l'instant. Ça viendra sans doute plus on étudiera, là, dans le fond, le microbiote du nouveau-né. Ce qu'on voit dans la littérature en association pour la santé à plus long terme, c'est quand on a une dysbiose ou une perturbation au sein du microbiote du nouveau-né, on voit, par exemple, plus d'obésité chez l'enfant, plus d'obésité à l'âge adulte. On voit plus de problèmes inflammatoires. Donc, on parle, par exemple, d'asthme, de dermatite, de problèmes cutanés. Problèmes inflammatoires, on sait que beaucoup de maladies chroniques ont une composante inflammatoire, donc maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2, problèmes pulmonaires, problèmes cardiovasculaires et autres. Donc, ça, encore une fois, il y a un lien d'association. Par contre, on n'a pas trouvé de lien avec la croissance, le développement de l'enfant ou le neurodéveloppement de l'enfant. Donc ça, il n'y a pas d'étude qui a été démontrée de ce côté-là. Alors, je vous dirais que ça fait le tour, là, côté santé globale. Ça fait le tour. On a parlé beaucoup de l'alimentation, on a parlé du lait maternel, des préparations commerciales. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient influencer? Encore là, on dit, il est tout petit, est-ce que son sommeil, son rythme de sommeil, le fait de voir de la lumière du jour, de bouger un petit peu plus, est-ce que ça a un effet sur le microbiote du tout petit? Tout ou presque dans l'environnement a un effet, ne serait-ce que l'hygiène. Une hygiène excessive, par exemple, ou le simple fait de ne pas pouvoir manger de la terre là, quand on est jeune, tout ça, d'avoir un animal de compagnie qui vient licher, admettons, la main du bébé,
juste la petite lichette, là, c'est un transfert de microbiote de l'animal au bébé. Alors, ça nous permet d'aller chercher le contact avec les plantes. En tout cas, il faut faire attention là, quand on a un nouveau-né avec les plantes dans la maison. Mais le fait de prendre l'air, d'aller dans la nature, donc tout ça a un impact sur la richesse et la diversité de notre monde intérieur. Oui. Il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Pour avoir un microbiote, le microbiote qu'on dit en santé, c'est un microbiote qui est diversifié. Dans une usine, pour que tout fonctionne bien, on a besoin des postes de chacun. Tandis que si on avait juste des représentants en vente, l'usine fermerait demain matin. Donc, ça nous prend les expertises de chacun. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Allaitement, préparation commerciale, suppléments, allergies. Merci beaucoup, Andréane, encore une fois. Merci à vous. Pour toutes ces belles réponses, tous les trucs pratico-pratiques, on va poursuivre la discussion du microbiote chez l'enfant, donc entre 0 et 3 ans. Alors, on se voit tout à l'heure. À tantôt. Bye. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!